Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux pour une des dernières conférences du CIDO. On va aborder la question du design génératif, l'hallucination au pouvoir. Comme vous le voyez, c'est la saison 2 pour ceux qui étaient là. Donc, a priori, on avait déjà deux personnes. On a vu le même sujet l'an dernier et le seul rescapé, c'est Antoine de Decker, donc, qui est directeur associé d'Inceptive, qui va nous rebriefer un petit peu sur l'intelligence artificielle et nous préciser un peu ce qui s'est passé depuis un an, vu que ça va très vite dans l'IA, et repositionner aussi un petit peu ce qu'est l'hallucination et comment ça évolue. Pas terrible a priori. Et on aura la chance d'avoir Ludovic Mordant aussi, fondateur de Studio Blackhorns, qui va lancer un peu le premier niveau d'hallucination sur les potentialités de l'IA, et Jean-Louis Fréchin qui va aussi halluciner à sa manière et qui partageait un petit peu son retour d'expérience sur l'IA dans le design. Je suis David Galrenier, je suis un des directeurs techniques au sein du pôle de compétitivité Minalogique sur les technologies numériques en Auvergne-Rhône-Alpes, et j'ai le plaisir d'animer une communauté sur les industries culturelles et créatives, et donc la question du design reste un sujet extrêmement intéressant, notamment dans le lien avec l'industrie. Je te laisse la parole, Antoine, pour nous donner une petite vision de ce qui s'est passé cette année sur l'IA, qui va très vite. Un petit résumé des épisodes précédents et puis un petit point rapide sur l'IA est très subjectif parce qu'il y a tellement de choses, ça avance tellement vite, et les cas d'usage en fait, les usages avancent plus vite que la technologie aujourd'hui. L'année dernière, Étienne Mineur, Pierre-Alex et moi-même avons discuté sur la création assistée par l'IA. Et le but du résultat, moi je vais me présenter rapidement, je dirige une entreprise de conseil d'ingénierie en intelligence artificielle. Et moi, mon boulot, c'est de limiter au maximum les hallucinations des IA génératifs. Alors l'intelligence artificielle, ce ne sont pas que les grands modèles de langage, que les IA génératives, on fait beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, dans les usages, 60% des projets sont des projets qui sont portés par les IA génératives. Donc forcément, on s'y intéresse et il y a des choses très intéressantes à faire, avec plein de questions d'efficacité énergétique, de carbone, de souveraineté des données, et puis de valeur qu'on donne au cas d'usage. Et le résultat était de se dire que moi, dans mon métier, je passe ma vie à limiter, enfin mes équipes passent leur vie à limiter l'hallucination, qui peut avoir un coût très important. Quand un modèle d'IA vous dit quelque chose de faux et qui n'est pas détecté comme faux, ça peut avoir un coût. Et les discussions qu'on avait avec Pierre-Alex et Étienne Mineur étaient de dire que eux, les hallucinations pouvaient les intéresser, parce que c'était là où peut-être allait se glisser un bout de créativité. Voilà, la créativité d'un modèle de génération d'images, on peut en discuter des heures, et je suis très content d'être accompagné avec vous pour en parler aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pourquoi on a fait la suite, et c'est la suite de ce bout de fin de réflexion où on avait commencé à beaucoup discuter. Sur l'IA rapidement, comme je disais, il y a deux familles d'IA. Tout ce qui est un peu machine learning classique, on prend les données des informations d'une entreprise ou d'une organisation et puis on va prédire un événement ou classer une information. On peut faire de la computer vision, on peut faire des voitures qui conduisent presque tout seuls, on peut faire de la maintenance prédictive, on peut faire plein de choses. Et puis les modèles d'IA génératifs qui sont arrivés un petit peu avec un moment, c'est novembre 2023, c'est ChatGPT, c'est ça, c'est novembre 2022, 2023, je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est il y a un siècle. Les usages sont arrivés pour le grand public et on a vu toute une série d'usages, de produits autour de ces modèles-là. Dans le même moment sont arrivées les solutions de création d'images. Alors le premier, c'était DALL-E, je crois, c'était OpenAI qui proposait ça. Il y en a eu beaucoup. Midjourney, qui est extrêmement utilisé. On a vu aussi des choses open source qui ont permis d'avoir des propres modèles et de customiser ses propres modèles avec des LoRa. Stable Diffusion est un outil qui est très connu, on en avait beaucoup parlé l'année dernière, et qui permet de prendre un modèle de base qui a été entraîné à partir d'images, et on peut lui montrer des spécificités, lui apprendre en fait à représenter d'autres objets qui n'étaient pas initialement dans son jeu d'apprentissage. Et moi, en tant que néophyte dans la création, mais pas néophyte dans la technologie, ce qui m'intéressait le plus, c'était ça. Voilà, c'était de parler de ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on s'était dit l'année dernière. Et ce qui s'est passé cette année pour moi, c'est en fin d'année, enfin dans les 6 derniers mois, c'est la reprise un petit peu de Google qui revient sur le devant de la scène avec des outils assez intéressants, là qui sont des outils qui ne sont pas open source, hein, il faut payer pour les utiliser, il faut payer Google. On a eu beaucoup d'évolutions dans l'année, on a eu Midjourney qui a fait des évolutions, les équipes de Stable Diffusion qui ont fait des évolutions, mais ce sont les outils pour moi qui ont été VO3, je crois que c'est le nom des outils de Google. Des outils de Nano Banana qui permet de faire des images. Alors essayez-le, c'est rigolo, on peut faire vraiment plein de choses qui ont vraiment
c'est un game changer un petit peu dans les usages. J'ai fait le tour sur le salon, il y a beaucoup d'entreprises, de startups qui proposent des produits qui ont directement intégré ces capacités et qui en tirent de la valeur, je trouve, de façon assez agile, parce que c'est sorti il y a seulement 3 semaines, un mois, et j'ai vu des personnes qui l'avaient intégré dans leur flux de travaux. Donc voilà un petit peu pour moi ce qui s'est passé cette année, mon cher David. Ok. On a vu quelques résultats sur les problèmes d'hallucination où finalement la technologie avance. L'hallucination diminue pas forcément. Alors l'hallucination sur les grands modèles de langage, on peut dire, on va faire la différence entre l'hallucination pour les modèles de langage et pour les modèles de génération d'images et de choses créatives. Pour les grands modèles de langage, leur seul job, c'est de prédire le mot suivant. Donc à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est qu'il prédit le mauvais mot. Et maintenant, il doit assumer ce mauvais mot. Il va avoir du mal à se corriger. Alors, il y a des mécanismes qui existent, mais c'est compliqué. Donc, en assumant ce mot-là, il va commencer à dire des choses qui sont très fausses, mais qui ont l'air très vraies. Donc, ça, c'est l'hallucination. Et les modèles d'aujourd'hui, les derniers modèles, alors j'en ai pas parlé de cette année, mais on a eu ChatGPT 5, qui est le modèle le plus évolué qu'on puisse utiliser aujourd'hui. Il y a des modèles open source très perfectionnés, notamment des modèles chinois de Alibaba qui sont extrêmement performants. On raconte qu'ils sont plus menteurs, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à dire non, je ne sais pas. Donc ils savent plus de choses aussi, mais les modèles de l'année dernière, facilement, quand je leur disais tu connais Antoine Neudecker, ils ne me connaissent pas, je ne suis pas connu. Ils me disaient non, je ne connais pas. Aujourd'hui, ils me disent oui, je connais, puis ils inventent quelque chose qui n'existe pas. Essayez-le avec vous, vous allez voir que c'est quelque chose qui marche très bien. Alors quand on est connu, quand on a une biographie visible sur Internet et qu'on est visible, il va beaucoup moins halluciner parce qu'il va se rapprocher à quelque chose qui est vrai. L'hallucination dans la créativité, vous allez plus vous en parler que moi, elle est beaucoup moins grave, elle fait partie d'un ensemble. Des fois elle n'est pas nécessaire, des fois elle est intéressante. Et la façon de limiter l'hallucination, c'est lui donner des informations dans son contexte, que ce soit une IA générative d'image ou de texte, c'est lui donner une information contextuelle qui a de la valeur. On en parlait avec le RAG, le Retrieval Augmented Generation, vous excuserez mon anglais qui est affreux, qui permet pour une base, en fait c'est une base de données vectorielle, vous rajoutez des informations de contexte dans lequel le grand modèle de langage pourra, pas directement, mais on pourra piocher des éléments pour nourrir le grand modèle de langage pour qu'il vous apporte une information contextuelle. Vous avez des informations confidentielles, vous ne voulez pas tout mettre sur un modèle de langage, il va les récupérer dans cette base de données, vous pourrez récupérer ces éléments-là. Pour l'image, il y a des technologies qui sont beaucoup moins matures, mais on voit aujourd'hui, il y a 4 familles de technologies, alors on ne va pas entrer dans les détails, mais qui sont expérimentées et utilisées, qui est de dire je vais rajouter des images, un corpus culturel, on va dire, pour pouvoir en tenir compte dans la génération d'images qu'il pourra faire. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Ok. D'où l'importance d'avoir une base de données qui soit pertinente. D'où l'importance d'avoir des exemples de ce qu'on veut faire et d'avoir des bases de connaissances. Ok. Merci beaucoup. Toutes mes excuses, Ludovic, je me suis trompé dans mes slides. Donc, du coup, il n'y aura pas ton code barre pour renvoyer sur ton projet. Je suis désolé, mais vous pourrez le demander à Ludovic directement. Première hallucination, en fait, c'est finalement pas forcément dans ton activité, même si tu vas pouvoir en parler un petit peu, de voir comment l'IA t'aide dans ton métier de designer, donc de présenter le studio Black Horse, mais aussi ton projet personnel en lien avec la musique et de montrer un petit peu qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là. Je te laisse la parole. Yes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Ludovic Mornan, je suis fondateur de Studio Black Sound. C'est une agence de design spécialisée en branding et packaging dans le monde de la boisson, bière, vin et spiritueux. Et je suis hôte dans un podcast aussi qui s'appelle Super Potion dans la même filière. Et on va dire que je suis un solopreneur, donc du coup c'est une agence à taille humaine. Et l'arrivée de l'IA dans mon business a décuplé ma productivité et a fait en sorte que, on va dire digitalement parlant, on a l'impression que c'est une agence qui a 10 personnes plutôt que juste moi. J'ai décidé de remplacer Pierre-Alex au pied levé qui devait être là à ma place parce que la semaine dernière, donc c'est vraiment tout frais, j'ai construit un projet musical à partir d'une nouvelle IA qui venait de sortir. Donc en gros, si vous voulez noter un petit peu les plateformes et les logiciels, moi j'utilise POE.com. C'est le premier onglet que j'ouvre quand j'allume mon ordinateur. On va dire que c'est un agrégateur de modèles de langage et de modèles de génération d'images, de vidéos, etc. Eux ont un deal avec chaque entreprise et via leur API, ils poussent tous ces modèles-là dans leur plateforme.
Donc en gros, du jour au lendemain, on peut avoir accès à VO3, au dernier modèle de langage, GPT-5, etc., Claude 4 Sonnet, tout ce qui est possible et imaginable et tout ce qui sort vraiment du jour au lendemain. Donc, partant de ce constat, je fais beaucoup de R&D, beaucoup d'expérimentation dans mon travail, que ce soit textuel pour, on va dire, pour rédiger mes rapports business, pour disserter avec un pseudo-consultant qui serait, on va dire, un clone de moi-même pour arriver à solutionner des problèmes clients. Et également pour générer des fichiers visuels, vu que la plupart de mon travail, c'est de faire de la DA et de la création visuelle. J'étais sur un forum Discord et j'ai vu la nouvelle IA, Eleven Labs Music vient de sortir, c'est exceptionnel, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai voulu tester. Donc en fait, je me suis connecté sur mon app et j'ai tapé un prompt vraiment très simple. Qui est un peu lié à mon style de prédilection, de la musique alternative. Pour le coup, c'est un mix de New Wave, de Dark Wave et de Cold Wave. J'ai fait un prompt très basique et il m'a généré en moins de 60 secondes une musique qui faisait à peu près 2 minutes avec une évolution, une voix française, avec vraiment beaucoup d'émotion. Et au début, je l'écoute et j'ai été bluffé. Du coup, je me suis dit, on génère tellement de choses avec l'IA et il y a tellement de choses qui restent dans notre ordinateur juste pour nous, juste pour nos tests, etc. Je me suis dit, je ne peux pas passer outre, je suis obligé d'utiliser ce son pour en faire quelque chose. Et du coup, je vois ça comme justement de l'hallucination qui devient créative parce qu'il aurait pu me faire un truc qui est totalement différent. J'ai essayé d'itérer plusieurs fois, ça n'a pas eu du tout le même rendu. Donc il y a ce côté random qui a fait que ça a créé un son vraiment, vraiment tubesque et punchy. Et du coup, du jour au lendemain, enfin même le soir même, j'ai décidé de le mettre sur Spotify. Je me suis dit, ok, j'ai fait de la musique pendant 15 ans, j'ai eu plusieurs groupes de musique. Est-ce que je suis légitime de faire ça, sachant que c'est pas moi qui ai créé le son? Je me suis dit, ok, test, on va voir jusqu'où ça peut aller. Du coup, j'ai fait la demande à Spotify, ils ont accepté. Donc j'ai fait masteriser le son sur une plateforme d'IA qui masterise le son pour que ça soit un volume assez élevé. Le projet s'appelle Phantom Paradis, il fallait que j'aille vite, donc ça faisait écho dans ma tête, peut-être Phantom of the Paradise de Brian De Palma, parce que j'adore ce film. Et du coup, tout de suite, il a fallu créer un projet et itérer autour de ça. Donc moi, l'idée, c'était pas tant créer un groupe de musique, parce qu'il va falloir aussi trouver de la cohérence avec les morceaux d'après, parce que là, c'est un one-shot, et il va falloir que les morceaux suivants soit cohérent, peut-être qu'il y ait la même voix, peut-être qu'il y a le même style, etc. Donc c'est vraiment très compliqué et là c'est vraiment une expérimentation totale. Mais du coup, Spotify a été OK, le son a été mis sur Spotify. J'ai créé un clip avec différentes IA, donc pareil, des IA génératives type Midjourney que j'ai réussi à mettre dans Nano Banana de Google pour arriver à avoir différents angles de vue, etc. Chaque angle de vue, je les ai après montés avec VO3 pour créer du visuel, de la vidéo. Et ensuite, le tout, ça a créé une espèce de boucle infinie qu'on appelle dans le jargon musical des visualizers. Même Beyoncé a fait ça, donc c'est en gros des clips continus de 15 secondes. Dans l'industrie musicale, on ne s'embête plus à faire des clips maintenant. On utilise vraiment des boucles répétitives. Et donc voilà, donc du coup j'ai lancé ce projet, c'était il y a une semaine, j'ai lancé un clip vidéo, une page Bandcamp et tout un univers créatif autour de ça. J'ai soumis le son à des playlists qui ont été acceptées, donc ça fait des streams sur Spotify. Et des créations de t-shirts sont en cours, etc. Tout ça avec un seul morceau, et je ne sais pas du tout ce que va donner la suite. C'est au moins pour pouvoir dire à mes clients ou à différents cas d'usage que je l'ai fait et où est-ce que ça va mener. Donc bon, j'avais prévu de mettre une slide avec un petit QR code pour scanner pour que vous alliez directement voir si vous êtes curieux de ce que ça donne. Le projet s'appelle Phantom Paradis en français, disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming et sur YouTube. Si vous voulez, on en reparle après. Et donc ça, on va dire que c'est une aparté créative et artistique au-delà du design pur et d'un business, d'un cas business de mon agence de com, quoi. Donc je ne sais pas s'il y a des choses... Oui, mais ce qu'on s'était dit aussi, c'était
ce côté de lâcher prise à un moment donné, de se dire aussi que l'IA à un moment donné, peut prendre la main sur cette dimension créative et comment, comme tu l'as un peu déjà expliqué, c'est comment on revient sur cette création et comment on se l'approprie ou comment on la maîtrise. Oui, tout à fait. Donc du coup, ce lâcher prise a été la surprise d'avoir un son généré qui est vraiment d'une qualité irréprochable et je suis un très bon ami avec un producteur musical qui m'a dit là c'est bluffant, j'ai rien à dire et je peux que accepter le fait que c'est très bien fait et qu'on y voit que du feu. Après ça, après le lâcher prise, il va falloir redevenir un peu contrôle fric et arriver à créer des choses qui ressemblent et qui nourrissent le projet. Donc c'est là après qu'on trouve un nom, qu'on fait un travail de com, de DA, on fait du naming, on va écrire les paroles, on va essayer de faire beaucoup d'itérations pour retrouver ce que le processus d'hallucination nous a pondu. Et là, pour le coup, le projet va être vachement plus difficile parce qu'on ne part pas de rien, on parle d'un son qui a déjà été créé, d'une vibe qui continue qu'il faut continuer à faire vivre tout en restant cohérent. Donc voilà. Merci beaucoup. Jean-Louis, est-ce que tu veux nous faire part, toi, de ton niveau d'hallucination qui se veut beaucoup plus macro dans l'approche de cette réflexion de la manière de s'approprier l'IA et sur la réflexion autour de tout ça? Mon rapport à l'hallucination, il est effectivement un peu différent. C'est-à-dire ce qui me fait halluciner, c'est la manière dont on prend en compte l'IA. Déjà, cette conférence est nommée du nom d'une des tares de l'IA, comme si on nommait une conférence sur la ville Russell ou si on nommait le SIDO Bug. C'est un peu étrange. Ce qui m'hallucine aussi, c'est un niveau de fascination à la limite du fétichisme, sans aucune, ce qui est pourtant le sport national des Français, raison critique. C'est-à-dire analyse non pas c'est bien c'est mal. Ici, on est dans la terre des canuts, donc on ne va pas faire une nouvelle révolte des anti-IA, mais d'une question sur quels vont être les déterministes, c'est-à-dire les conséquences profondes sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur l'éducation, sur la création de valeur. Je vais prendre un exemple qui ne va pas me rendre populaire, mais au SIDO cette année, j'ai vu 2 produits intéressants. 2. Et on sait qu'on est en France, c'est-à-dire toutes les interfaces de ces systèmes sont absolument épouvantables. Les produits intéressants, c'est un robot fait à Rive de Gier qui est vraiment un petit bras articulé qui est très bien fait. Saint-Étienne, c'est une terre de fabrication, donc c'est pas étonnant. Et le deuxième, c'est un produit qui était destiné à pas être bien et qui est vachement bien, qui s'appelle Adesio, qui est un design d'API qui interconnecte des systèmes commerciaux pour vendre des petits composants électroniques. Vous voyez, on peut mettre de l'intelligence et du design partout. Mais quand on a un contexte assez faible, qu'est-ce qu'elle va faire l'IA ? Elle va élever le niveau de faiblesse de l'ensemble. Elle ne va pas améliorer les choses. Sachant qu'il faut comprendre que l'IA, c'est pas on prend la Joconde, on prend le Saint-Jean-Baptiste du même Léonard de Vinci, on prend Michel-Ange, on prend des œuvres et on va faire des œuvres. L'IA prend les similarités dans les œuvres, c'est-à-dire il prend les commodités. Donc quand on parle de créativité et d'IA, la créativité c'est une spécificité profondément humaine, on est tous créatifs. Il y a des créateurs, on en parlera après. Mais les IA ne sont pas créatives et les IA ne travaillent que sur nos commodités. Donc quand on fait de la musique avec de l'IA, quand on fait des images avec de l'IA ou quand on fait des poèmes ou des livres avec de l'IA, on prend ce qui est déjà accepté. Alors c'est très bien pour faire de la pub, mais quand on parle d'art, de création, de poésie, etc., on peut se poser des questions. Alors l'IA pour faire des modes d'emploi, pour traduire des textes automatiquement, pour faire les commodités de la vie, les externalités négatives, pesantes, chères, c'est sûrement très bien. Mais il faut vraiment savoir où on place les choses, comprendre comment ça marche et se dire vraiment comment, dans ce monde-là, on réagit positivement pour en faire une force et pas une faiblesse. Et le défi, moi, qui m'intéresse le plus, il y a une étude cet été, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur donc si on prend 2002 comme naissance de l'IA grand public, moi, je prends plutôt les travaux de Google sur l'image 4-5 ans avant. Aujourd'hui, ce sont les personnes super expérimentées, comme nous tous, comme vous,
je vois quelques jeunes, mais les personnes un peu plus seniors qui bénéficient de l'IA. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience, ils ont l'acquis, ils ont la connaissance initiale, ils ont les évolutions, la somme des vécus, et l'IA leur permet de faire des synthèses assez vite, d'analyser, etc. La question est comment on devient un vieux? Comment on devient un vieux Silver, Ronchon, qui sait tout? Et pour les jeunes, dans la vie généralement, quand on faisait une école de gestion, on allait chez McKinsey, on corrigeait les fautes d'orthographe, on faisait les rapports, on préparait les données pour le grand patron qui faisait les synthèses. C'était une part de l'apprentissage. Ça, aujourd'hui, c'est des IA qui le font. Donc la question qui m'obsède dans le monde de l'art, dans le monde du conseil, dans le monde de l'ingénierie, dans l'ingénierie où on peut à peu près tout coder avec des IA, comment on va pouvoir grandir et comment on va devenir Gustave Eiffel ou comment on va devenir Pablo Picasso. Ça, c'est une question compliquée. J'étais lundi aux 25 ans de l'Institut Montaigne et le grand spécialiste de l'Académie des sciences de l'IA dit oui, ça ne sert à rien de lire des livres, les Chinois font de toute façon de l'IA et du code dans les écoles et donc il faut apprendre à coder, il ne faut pas lire des livres. Mais l'IA, le code et les livres, ça n'a juste rien à voir. Si on parle d'IA, il faut faire des prompts. Pour savoir faire des prompts, il faut savoir écrire. Et donc, on va devoir avoir encore plus de capacité à écrire. La génération du coup, qui prononce du coup 20 fois dans une phrase, elle va avoir des problèmes pour faire des prompts. Donc, ce type se trompe, confond le code et l'IA. Et on voit que le débat est très compliqué. Or, c'est un des débats les plus complexes, les plus sérieux, dans lequel on devrait avoir le plus de dialogue entre société, technologie, transformation de la technologie en produit, une espèce de parlement des choses, comme en parlait Bruno Latour. Or, le débat, il est plutôt dans la fascination ou dans la peur. Je suis pour, je suis contre. Est-ce que vous avez entendu un homme politique, à part Macron, parler de l'IA? Non. Mélenchon, non. Faure, non. Marine Le Pen, non. Zemmour, n'en parlons même pas. Et c'est un peu inquiétant. Et ça, c'est mon hallucination à moi. Alors après, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est à la marge quand on parle de création et de créateur. Étienne Mineur, qui est un artiste confirmé, il peut jouer avec des IA et s'amuser à faire des hallucinations. Il maîtrise ce qu'il veut. Olivier Aubert, qui est un des plus grands génies de l'IA, qui est artiste et ingénieur, qui s'amuse à tordre le cou aux algorithmes. On n'a pas le droit de faire des organes sexuels dans les IA. Ben lui, par des détournements et rédaction des prompts, il obtient des choses mais épouvantables qui ressemblent à... Je ne peux même pas vous les décrire tellement c'est épouvantable. Enfin, ça vous dit quand même à peu près où ça se situe sur les corps d'animaux ou d'humains. Et il montre qu'on peut piéger les IA. Et ça c'est intéressant, mais c'est des gens super pointus. Si on se contente d'utiliser les IA par la fascination ou, pire, ça permet d'aller plus vite. Oui, mais ça permet d'aller plus vite pour tout le monde. Donc le gain de productivité, il est globalement... et il y a des milliards de Chinois en face. Pour prendre les exemples de musique, et j'en terminerai là, Suno, l'appli que tu connais certainement, qui permet de faire de la musique, elle marche très bien. Je me suis fait hacker par un ad de Google et je suis tombé sur une application chinoise qui avait acheté le mot Suno pour aller vers cette application chinoise. Cette application chinoise était meilleure que Suno, qui est très à la mode, dont on dit qu'elle est formidable. C'est des applis pour faire des chansons, texte, musique. Et je lui ai posé des trucs compliqués de blues un peu de jazz, enfin pas de musique mainstream et tout. C'est vraiment hallucinant. Donc la vraie question et ma vraie hallucination, c'est pourquoi on ne se pose pas la question de ce qu'on veut avec ces outils-là. Et l'injonction ou les bonnes paroles, oui, c'est bien pour la santé, oui, c'est bien pour le développement durable. J'aimerais vraiment avoir des cas d'usage qui me disent que pourquoi des hyperscalers de calcul avec des milliards de cartes graphiques qui consomment des énergies fantasmagoriques dans un pays où il y a des problèmes énergétiques, les États-Unis, la Californie, pourquoi c'est bon pour le développement durable? J'aimerais vraiment qu'on me pose la question. À côté de ça, il reste en France une expertise dans des IA qu'on appelle symboliques, par opposition aux IA connectivistes, dans lequel on peut designer ce qu'on veut faire et on peut faire des logiciels extrêmement performants, des systèmes qui permettent de faire des choses explicables, ce que ne sont pas les IA génératives, avec des règles et des résultats vraiment intéressants qui font un gap sur, par exemple, la mesure du rendement des panneaux solaires, savoir s'il y a des problèmes, l'état des éoliennes, l'état des tours télécoms, etc. Les voitures autonomes sont plutôt avec des IA symboliques, avec des IA connectivistes, parce qu'il faut, quand il y a un accident, il faut pouvoir
expliquer comment ça s'est passé, clairement. Tout ça, c'est vraiment des débats et il ne faut pas être dans la fascination, il ne faut pas s'intéresser à la marge, il faut vraiment déshalluciner cette espèce d'hystérie collective autour de l'IA, en faire, bien évidemment, y aller, bien évidemment, mais avec une raison qui fera une différence et qui nous permettra d'exister sur le marché entre les Chinois et les Américains. Non, on ne repose pas le micro, Jean-Louis. Tu vas quand même nous parler un petit peu d'un exemple où tu as intégré l'IA, vu que tu parlais de questions d'environnement. Tu n'es pas qu'un penseur de l'IA, tu es aussi un pratiquant. Oui, tout à fait. Enfin, tout à fait, j'espère en tout cas. Alors, nous, on ne fait pas... on design de l'IA, on n'utilise pas l'IA comme outil. Bien sûr, on utilise l'IA comme outil, mais ce n'est pas très intéressant. Ça a un temps infini. Nous, on design des outils d'IA. Alors, je peux citer 3 exemples rapidement. Le premier, je l'ai évoqué, c'est un système embarqué dans les drones qui permet de faire des jumeaux numériques du réel en volumique, c'est-à-dire mesurable, et qui permet à des drones de se positionner sur des objets techniques, des champs solaires, pour mesurer leur état de rendement et de production énergétique. Vous savez que les champs solaires, les grands, les petits, sur les toits de ferme, sur les toits de supermarchés ou les grands champs type ENGIE, sur des lacs, sur des choses comme ça, c'est des produits financiers, c'est-à-dire que c'est des banques qui investissent, des investisseurs qui investissent et qui veulent un rendement garanti sur un certain nombre d'années. Donc il faut que ça crache de l'énergie. Et pour ça, il faut surveiller le nombre de crottes d'oiseaux au centimètre carré. Oui, c'est très trivial, mais les mouettes sont nos ennemis pour sauver la planète. Ou les poussières du Sahara qui viennent salir les panneaux, etc. Et donc, ce système permet de mesurer les états de variation sans apprentissage, c'est-à-dire avec des IA assez frugales, mesure les différences et donne les états de rendement de chaque panneau, avec une précision de l'ordre du millimètre, puisqu'on a une base volumique, on se positionne donc sur des cellules de panneaux, etc. etc. Ça, c'est le premier exemple. Le dernier, alors ça, c'est l'environnement. Le deuxième exemple, c'est sur l'éducation. On travaille pour une start-up. Le premier s'appelle Outflyer. Le deuxième, c'est Evidence B. C'est une start-up qui travaille sur l'éducation. Imaginez une éducation individuelle pour chacun, adaptative, c'est très bien, mais on sait qu'on est dans une société où il faut aussi vivre en collectivité, c'est très important, c'est ce qui nous manque. Donc ça gère un individu dans un groupe qui s'appelle une classe, sous l'autorité du professeur, et cette IA fabrique quelque part un manuel sur mesure pour chaque enfant, avec des protocoles pédagogiques, d'expérience pédagogique adaptés, que chaque enfant verra quand son état de connaissance d'un problème de maths, de français ou d'anglais est sollicité par son niveau d'acquisition des connaissances. Donc c'est notre bon vieux manuel d'anglais qui s'adapte à notre progression dans une cohorte, c'est-à-dire dans un groupe. On n'est pas dans le sur-mesure ou le McDonald's, venez comme vous êtes. On est un groupe, on travaille ensemble, mais on adapte, et c'est vraiment le mot, ça s'appelle MIA, module interactif adaptatif. MIA, c'est plus sympa. C'est vraiment l'IA qui permet ça. Alors c'est un mélange de plein de choses, connectivité, symbolique, etc. Et c'est important pour les jeunes et la jeunesse, et notamment pour tout ce qui est problème de maths pour les filles, décrocheurs, etc., etc. Et le dernier exemple, il est très rhône-alpin, puisque même si c'était un projet en Alsace, l'industrie, c'est produire des objets en série toujours les mêmes. Et on a vu au fil des années que les gens avaient envie d'avoir des objets qui leur ressemblent, donc des objets plutôt uniques. Donc il y a une tension entre l'industrie et l'artisanat. Donc l'industrie a appris à produire industriellement des objets avec de la customisation retardée. ThyssenKrupp fabrique des colonnes de direction de voitures pour des voitures de luxe allemandes et italiennes. Et la qualité de ces objets uniques était faite par des gens qui regardaient si c'était bien fait. Et grâce à l'IA, sans apprentissage, donc avec des IA qui ne sont pas dans une machine learning de force brute sur des grandes quantités de données, avec des grandes quantités de réseaux de neurones empilés les uns dans les autres, des choses qui consomment énormément d'énergie, on arrive à détecter s'il y a des défauts sur une pièce que l'on découvre au moment où on la regarde. C'est-à-dire qu'on a pu faire de la qualité automatisée sur des productions industrielles uniques.
ce qui change complètement la possibilité de flexibilité de l'industrie et qui sont un gros potentiel pour des pays chers comme les nôtres sur le développement industriel. On ne peut pas se battre sur produire des pièces identiques ou alors il faut des quantités gigantesques, tout robotisé. Et c'est ce qui permet aussi de ThyssenKrupp à Florange, hein, la zone où Montebo a été intervenu, de continuer à exister en France au coût où on est. Voilà les 3 exemples. Donc c'est plutôt le design pour l'IA et la création de systèmes qui permettent d'inventer des nouveaux dispositifs que d'essayer de répliquer le réel et surtout de s'attaquer à des populations qui sont parmi les plus faibles. Les artistes, les illustrateurs, les poètes et les musiciens, ça doit être 1% du PIB français. Et les IA s'attaquent à eux alors qu'ils sont tous plus ou moins au SMIC ou en dessous. Enfin, il y a un truc que je trouve d'une injustice absolue. Alors, tout le monde peut être poète, j'y crois pas. On est tous créatifs, on a tous envie on a tous envie de faire de la musique. Mais quand vous avez fait 17 ans de conservatoire, plus la Sorbonne derrière pour avoir à peu près un master, c'est un peu dur quand même. Hein. Tu veux réagir, Antoine? Ouais, je veux réagir. J'aime bien ce que tu dis. Il y a 2 choses en parlant de Spotify. Et ensuite, je trouve ton projet intéressant d'aller pousser en fait l'expérimentation jusqu'au bout. Moi, sur Spotify, il y a une chose qui est fou. Je ne sais pas si vous savez, moi qui me semble, j'hallucine, voilà, comme disent les jeunes, les anciens jeunes sur ça. Quand vous mettez une playlist sur Spotify, vous avez 15 morceaux que vous aimez bien. Et puis, au bout d'un certain temps, ils se sont dit, mais Spotify a dit, le problème, c'est que nous, ils payent les artistes un pouillème. Hein, c'est pour 1000 vues ou 10 000 vues, c'est un tout petit peu d'argent, mais ils payent quand même, ils n'aiment pas trop payer. Donc il dit c'est dommage parce qu'on n'est pas sûr que la personne soit devant sa playlist. Donc on va continuer à mettre de la musique aléatoire dans le même style de musique, mais peut-être que la personne n'est pas là. On va payer des artistes qui n'ont rien demandé. Ça n'a pas été explicitement demandé de passer Johnny Hallyday. Bon. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont généré de la musique avec des outils comme ceux que vous évoquez, Suno ou Eleven Labs, qui s'est fait un peu remarquer ces derniers temps. Ils ont généré en boucle des boucles de musique, du rock, du hard rock, de la pop, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand vous écoutez des boucles, des fins de playlist, c'est pas de la musique d'artiste, c'est de la musique d'artiste générée par intelligence artificielle, sur lequel il n'y a aucun droit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que ça n'a pas été généré avec Suno et ça a été. C'est un projet qui a été créé par le directeur scientifique de Spotify qui s'appelle François Pachet, qui est un ancien du Sony CSL et de l'IRCAM, qui est un grand penseur de l'IA, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui s'est fait connaître avec des systèmes d'interaction réflexive pour définir ce qu'était une vraie interaction, une question compliquée. Donc un piano qui joue tout seul, un vrai musicien de jazz américain arrive, et puis lui fait un truc en 9e, histoire de dire « toi la machine va jouer », et la machine lui répond en le surprenant. Et bon, il a donc créé ce type d'interaction. Ensuite, il a fait un deuxième travail qui est assez connu, il a fait 2 albums, un à la manière d'Antonio Carlos Jobim, un à la manière des Beatles, c'est comme ça qu'il a été embauché par Spotify. Et c'est lui qui a théorisé cette question, l'IA ne copie pas les œuvres, mais copie les similarités. Et c'est comme ça qu'il a fait une machine à remplir les vides pour Spotify. Donc l'intelligence française, on l'a, le produit, il est plutôt suédois. Il y a Deezer, qui a une position très défense des droits, donc a décidé de... Il y avait beaucoup de covers sur Deezer, mais il dégage les IA. Et Apple qui est assez clean. Mais François, lui, il dit c'est une masse, on ne peut pas y échapper. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, mais en tout cas, ce n'est pas une histoire de start-up américaine. L'histoire, elle est née à l'IRCAM, elle est née en France. J'aime bien l'idée de dire pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils pouvaient le faire. Il y a un peu de ça quand même. C'est la règle informatique. Oui, on est de l'humanité, peut-être même de l'humanité. Et il y a un autre truc moi, qui me fait peut-être même plus peur que les problèmes d'apprentissage et les du coup. Parce que les du coup, ils vont arriver à les filtrer d'une façon ou d'une autre, et puis la langue évolue, mais bon, ça, c'est une discussion qu'on aura peut-être plus tard. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la personnalisation de la culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de vivre en société, c'est tous nos liens qu'on va voir, un plat cuisiné. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, le jeudi soir, on parlait du film qu'on avait le droit de voir le mardi soir, parce qu'on n'avait pas école le mercredi. Et il y avait souvent La Grande Vadrouille, des films un peu comme ça, et on en parlait. Et il y avait 2 équipes dans la classe, il y avait ceux qui avaient vu le film, ceux qui n'avaient pas vu le film. Et c'était un lien culturel, c'est quelque chose qui nous rapprochait. Aujourd'hui, il y a quelques années, mes beaux-fils sont grands, on s'engueulait pendant 20 minutes pour savoir ce qu'on allait regarder à la télévision, parce qu'il y a trop de choses sur les plateformes auxquelles on a accès, pour quelques dizaines d'euros. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, démerdez-vous, je vais faire autre chose, je vais travailler, je vais lire un bouquin, je vais faire autre chose. Et moi, j'ai très peur qu'on arrive le step d'après, c'est que les biens culturels vont être ultra spécialisés. On sera capable de générer, alors ça, Étienne, voilà, je te laisse réagir, mais on va générer pour chacun le bien culturel, la musique que j'aime bien, le film que j'aime bien, l'image que j'aime bien, parce qu'ils savent tout de moi, les algorithmes, même si je fais un effort, je sais que je suis transparent. Et ce qui m'inquiète, c'est cette destruction de la culture par le détail, en fait, parce que ce qui n'est pas vraiment important. C'est marrant, j'étais hier soir dans
un dîner de débat chez Decaux et on parlait de ça. Decaux fait des affiches dans la rue. Et il y a 20 ans, au moment du boom du numérique, c'était ringard. Le top du top, c'était l'hyperparonisation de l'Internet. Aujourd'hui, tout le monde recherche le journal de TF1, c'est-à-dire la grande messe, on est tous ensemble, ça n'existe plus. Et le média partagé par tous, quel que soit son âge, son sexe, son genre, ses idées politiques, etc., ce qu'est la rue finalement. Lyon est une grande terre de Decaux, Paris aussi. Et ce que tu dis, c'est vraiment déjà là, c'est-à-dire la personnalisation de la culture, on y est. TikTok, Facebook, Instagram, ChatGPT, c'est des sociétés de quasiment, alors pas Facebook, mais ChatGPT, c'est 1000 personnes à peine. Instagram dans Facebook, c'est pas beaucoup. Claude, c'est 250. Affinity, c'est pareil, c'est 300. Donc vous avez des sociétés qui ont le pouvoir d'État, qui sont transfrontaliers et qui dirigent vos vies. Et ces gens-là sont supposés être des hébergeurs du point de vue de la législation française, et on les appelle des réseaux sociaux. Or, ce sont des médias sociaux. Et que ça soit ChatGPT, qui est un producteur, donc c'est le stylo qui décide ce que vous devez penser, comment vous devez écrire, ou Facebook, ou ce que vous devez lire, ou Instagram, ce que vous devez penser. Il y a un problème, là, pour le coup, politique, c'est-à-dire de législation, de responsabilité. Parce que quand on met les fameux problèmes d'IA qui recommandent, alors les IA de TikTok, qui ne sont pas des IA directes, qui sont les algorithmes de recommandation, vous mettez le mot suicide une fois, en l'espace d'une heure, vous avez je ne sais pas combien de vidéos sur le suicide. Donc cette personnalisation de la culture, elle est là. Est-ce que c'est un problème? Je crois que oui, parce qu'on a un problème de société de commun, on le voit avec l'Assemblée nationale, c'est un bel exemple. Et comment on réagit par rapport à ça? Que ça arrive, c'est pas grave. Quand la vapeur est arrivée, les gens qui avaient des chevaux étaient très inquiets. Bon, et il y a toujours des chevaux, et simplement c'est du loisir. Avant c'était du labeur, et c'est pareil pour la voile. Donc ça va se transformer, ça ne disparaîtra pas. Mais il faut en débattre et surtout anticiper les déterminismes. Typiquement, le morcellement de la culture, c'est un déterminisme qui n'était pas prévu au départ, mais qui du coup est vraiment un problème. Je suis prof, c'est pour ça. Du coup, cette question aussi, ça implique la question du choix, et on avait évoqué cette question-là aussi, Ludovic, dans le cadre de ton travail, pour le coup, le fait d'utiliser des IA, ça permet justement cette démultiplication des possibilités. Quand on est sur un brief auprès de son client, c'est à un moment donné, c'est le choix de l'outil, lequel va être aussi le plus pertinent par rapport à ce que tu a comme intention, et puis la possibilité d'avoir tout un panel de choix potentiellement en termes de propositions de valeur. Et peut-être dans ce qu'évoquait Jean-Louis sur ce côté, à un moment de te dire, est-ce que c'est pas l'IA qui est le stylo qui t'apprend aussi à créer, et comment on arrive à garder cette capacité à choisir, et cette capacité à se dire c'est une intention que je porte d'abord, et qui l'outil reste un outil au service de mon intention. C'est vrai que ça, c'est un problème. Avant que tu engages, si vous avez des questions, vous avez vu qu'ils sont plutôt bavards, donc si vous voulez poser des questions, levez la main et je vous passerai le micro. Pour le cas des briefs, c'est sûr que c'est assez complexe. Depuis l'arrivée de l'IA, maintenant, je pense que tout le monde le fait en marketing. Je crois qu'il y a des gros stats sur le fait que tous les marketeurs utilisent l'IA maintenant. Ça arrive certainement, soit par flemme, du coup, de plus en plus, soit en pensant que l'IA va être aussi bonne que nous, voire meilleure. Ça arrive de mettre les briefs créa directement dans ChatGPT, dans Claude, etc. pour aller voir ce qu'ils préconisent. Ça arrive également quand moi généralement quand j'ai un client, il veut un nouveau packaging, il veut une refonte d'identité. Je fais classiquement comme une agence de com 3 pistes créatives. Avant l'IA, 3 pistes créa, j'étais à bout, on va dire, de mes idées. Et maintenant, avec l'IA, avec les générations d'images, etc., on arrive à avoir tellement de possibilités, tellement de retravail, tellement de choses qui sont belles à proposer, qu'on a ce paradoxe du choix. Et on va dire c'est comme tout le monde maintenant qui possède un iPhone qui peut faire des photos magnifiques. Quid des anciens photographes? Ça ne veut pas dire que tout le monde devient photographe. Là, c'est un petit peu pareil pour les IA génératives d'images.
ou de vidéo. Mais en tout cas, tout le monde ne devient pas créatif et graphiste parce que la génération a donné un beau visuel ou une belle étiquette. Et du coup, il faut questionner ses choix. Si je mets le brief créa dans Midjourney ou dans Flux ou dans n'importe quelle IA générative d'images et que j'ai, on va dire, plusieurs itérations, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'itérations, et ben, je vais me retrouver avec 100 images dans un dossier. Je vais me dire, au final, laquelle j'utilise pour mon client. Le paradoxe du choix, c'est jamais bon pour un client. En tant qu'expert, c'est pas très flatteur non plus de leur dire, voilà, j'ai 100 images, choisissez les meilleures qu'il vous faut. Enfin, c'est pas qualitatif en termes d'expertise et de travail de créa. Donc, il va falloir faire en sorte que le choix des images générées est potentiellement aussi retravaillé dans Photoshop parce qu'on récupère l'image, on la retravaille dans Photoshop, après on réitère à partir de cette image retravaillée dans Nano Banana, etc. Enfin, on fait plusieurs tours comme ça et moi j'ai des dossiers qui ont je sais pas, plus de 500 images générées. Donc en fait on se retrouve dans un truc où avant l'IA il n'y avait que du jus de cerveau et un petit peu notre exécution sur Photoshop. Avec l'IA, on perd du temps. Donc on perd du temps, on a l'impression de générer plus de choses et au final, la question de productivité peut être rediscutée parce qu'au final, on ne gagne pas forcément plus de temps à travailler pour ça. Donc ça, c'est une chose et je voulais juste rebondir sur Spotify. Je crois qu'on peut se faire à peu près 3 000 € sur 1 million de streams, sachant que les streams peuvent être aussi achetés. Et je pense qu'il va y arriver un plateau à un moment donné où l'IA ne va pas détruire les musiciens ou les artistes, mais on va avoir, pour moi, plusieurs vies parallèles, on va dire. On va avoir la musique IA, qui est hyper personnalisée pour chaque besoin. On a envie de faire du running en début de journée. On va ouvrir Spotify, il va y avoir toute une playlist qui va être créée en fonction de notre mood, parce qu'on aura peut-être une montre connectée qui va arriver à voir quelle fréquence cardiaque on a, dans quel mood on est, etc., en fonction de la nuit qu'on a faite. Et on va arriver à des algorithmes hyper puissants, ils vont arriver à nous créer des playlists en fonction de notre mood et de ce qu'on veut écouter, et de ce qui va être parfait pour nous à cet instant T. Et après, on va continuer dans l'industrie musicale un peu plus authentique et vrai, avec, je pense, l'essor des concerts, du merchandising qui va se vendre en vrai, des gens qui vont vouloir ressortir parce qu'il y a trop de fake sur Internet, il y a trop de robots, il y a trop de faux profils LinkedIn, il y a trop de... Pour moi, il y a l'IA remplie de fake news Internet, et du coup, le monde réel va peut-être être possible. Peut-être que les générations futures, nos enfants auront la chance de ressortir dehors après cette génération de Z qui est un petit peu plus attirée par l'écran. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir dans l'industrie musicale vraiment un split entre l'IA musique qui va plaire à des gens, à beaucoup de gens, et l'IA et la musique authentique faite par des vrais artistes. Donc ouais, je suis plutôt parti pris les artistes ne vont pas se faire détrôner par l'IA. Ça va plutôt être une vie en symbiose, entre guillemets, si on l'espère. Alors Vincent, développeur, je voulais d'abord une réflexion qui m'est revenue de Nicolas Nova qui était anthropologue et qui, lui, au lieu de parler d'intelligence artificielle, parce qu'il disait qu'il faut déjà définir intelligence et artificielle, plutôt parler d'intelligence complémentaire. Et je trouve que c'est plus approprié parce que du coup ça positionne ou ça renforce l'expertise de n'importe quel utilisateur. Typiquement les comptables à l'arrivée d'Excel, avant ils mettaient des papiers calques qu'ils empilaient pour avoir leur bilan de fin d'année. On a dit l'informatique va tuer les comptables. On a toujours des comptables, enfin je pense que tous ceux qui ont été entrepreneurs à un moment le savent. Et je pense que ça reprend la racine du mot robot qui est la corvée. Donc ce qu'il y a peut nous aider là-dessus, effectivement, dans un processus créatif aussi, c'est ce côté où on est un peu... la page blanche, ça peut redonner des idées, redynamiser, mais parce qu'on a l'expertise de pouvoir juger si c'est présentable ou pas à un client. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, ça va repositionner, en fait, ça ne tuera pas les artistes, ça va juste accélérer des processus créatifs ou compléter, donner d'autres pistes. Après, je n'ai pas vraiment de questions autour de ça, mais...
Non, mais je vais dans ton sens. Et après, je me dis qu'il y a aussi, j'ai regardé sur YouTube pas mal de producteurs qui utilisent l'IA aussi comme source d'inspiration et comme matière première de création musicale, où ils vont créer peut-être juste des nappes de synthé, des kicks ou des snares de batterie, et qui vont arriver à exporter ces sons en wave, les mettre dans Cubase ou dans n'importe quel logiciel comme ça, et qui vont arriver à recréer un morceau en associant ce que l'IA a créé, avec peut-être une mélodie entêtante, tubesque, etc., avec des vrais enregistrements de voix, de vocaux, de violon, de n'importe quel instrument qu'on pourrait faire en physique, et allier les deux pour booster, décupler la sortie, le fichier final, le titre final, quoi. Donc, en tout cas, moi je le vois comme ça, et j'espère que ça va plus aller dans cette direction que juste ce que j'ai commencé à réaliser moi-même. Mais bon, je vois un peu ça comme l'écriture automatique de David Lynch aussi, quand il écrivait des films. Pour certains films, il écrivait au fur et à mesure, il n'avait pas un brief prédéfini, et du coup, ça me fait penser à ça, cette démarche créative. Donc voilà. Votre question est très intéressante. Nicolas était un très très bon ami sur intelligence complémentaire. Je suis d'accord sur complémentaire. Sur intelligence, on peut le remettre en question. Intelligence vient de l'anglais. Intelligence, il y a l'intelligence dans le sens commun, l'intelligence du cerveau, mais dans le sens anglais, quand on a nommé ces systèmes automatiques, statistiques, computationnels, on pensait au mot documentation. L'intelligence service de James Bond. D'ailleurs, en France, à la même époque, les services secrets français s'appelaient le SDEC, service de documentation extérieure. Donc il faut prendre le mot intelligence au sens information, documentation. Il ne faut pas le prendre au sens de l'intelligence humaine. Et si on parle de l'intelligence humaine, moi je préfère employer le mot cognition complémentaire pour savoir de quoi on parle, parce que c'est comme expérience en français et en anglais, c'est pas exactement la même sémantique, et à la fin on se fait des confusions, comme nous français, on aime bien les romans, la littérature et tout ça, tout de suite on part dans des trucs, bon. Ça c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est qu'une machine à écrire n'a jamais fait un poète, et un home studio n'a jamais fait un musicien. Un musicien peut être un vrai artiste avec un home studio, mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. Donc il faut faire attention à ça. Utiliser des IA, ça ne fait pas de vous un artiste. Ça, c'est très important. On peut être créatif, faire des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on fait de l'art. L'art, c'est autre chose. Il y a une théorie de l'art. Dans les industries culturelles et créatives, il y a des métiers de labeur. Les gens de l'imprimerie, les gens du packaging, les gens du design comme moi, etc. On est dans le labeur. Ce n'est pas vraiment de l'art au sens des créateurs. Là, effectivement, l'IA va faire des dégâts magistrales. La rémunération des musiciens par les concerts, c'est fini. Les musiciens, aujourd'hui, pour vivre, ils sont profs ou ils font des vidéos sur YouTube. Parce que les concerts, il n'y en a plus, c'est cher. Les mariages, on n'a pas de musiciens, on fait venir des DJ. Donc vous voyez, l'effondrement, il est partout. Et ces gens-là sont encore une fois les plus faibles. Donc c'est incontournable. Oui, les outils peuvent créer de la richesse. Le Macintosh a renouvelé la tradition typographique. Il y avait 3 fonderies énormes en 1984. Il y en a 5000 aujourd'hui. Donc il va se passer des choses. Mais il va se passer des choses pour un certain type de profil, pas pour tout le monde. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les dégâts que ça crée. Je n'ai pas de problème. Je vis avec l'IA et je gagne ma vie avec ça. Mais je ne peux pas... Par exemple, vous êtes développeur. J'ai rencontré des VC, je leur dis oui, j'ai un peu de doute, l'éducation, tout. Ils me disent attends Jean-Louis, déjà il y a un business, tous les vieux codes informatiques dans des langages improbables, le Fortran, le COBOL, les systèmes A, les vieux trucs de banque, ça nous fait des transcriptions automatiquement. C'est meilleur que les Indiens et c'est moins cher. Bon, donc et tous les codeurs, moi je code un peu, on utilise tous l'IA pour parce que c'est compliqué de coder, c'est un vrai beau métier. Hein. C'est un langage. Donc on peut prendre le problème par tous les côtés. On est en train de construire une espèce de délitement de ce qui structure les hommes. Alors là où c'est... là on quitte un peu le champ de la technologie pour aller dans le champ du politique, mais Marx, il disait 2 choses totalement opposées. Marx, il dit le travail, ça donne une dignité à l'homme. Je suis d'accord avec ça, c'est formidable. Mais Marx, il détestait aussi beaucoup le travail. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la gauche n'aime pas le travail. Je suis plutôt un progressiste, démocrate de gauche, mais la gauche n'aime pas le travail. Et la gauche fait tout pour démonter le travail. Et vous regardez côté Parti socialiste, parce que les autres ne réfléchissent pas beaucoup à ça, la fin du travail, ça ne leur pose pas de problème. Pour eux, c'est l'aboutissement d'un processus formidable. On émancipe l'homme du travail.
Mais comment on vit? Ah ben l'argent public va nous faire vivre. Oui, mais on n'en a plus. Et c'est la question, on n'est pas aujourd'hui, on est sur 100, 200, 300 ans. Donc c'est vraiment des questions ça c'est les déterministes qui sont beaucoup plus grands que le problème de faire des images ou faire des textes. C'est ce qui va construire la société dans les 100 prochaines années et vraiment ce qu'on veut, où on veut aller ensemble, pour nos enfants, pour nous, pour vivre dignement, aux conditions sociales que l'on souhaite pour notre pays. C'est vraiment à réfléchir. J'ai pas de solution, mais il faut en parler. Voilà, il faut échanger. Ça tombe bien, Jean-Louis, c'est l'heure bientôt de l'apéro. Donc, en plus, tu abordes les questions politiques, etc. Je pense que c'est le bon moment pour avoir des discussions animées. Et puis, bon, je remarque qu'on est sur le Fest France Design Week, donc sur le festival du design qui a lieu du 12 au 30. Donc, si vous voulez, j'ai un petit document qui répertorie tous les événements en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si vous avez un intérêt sur le site, vous avez tous les événements en France qui tournent autour du design. Donc, j'essaie de pousser le design, qu'il soit hallucinant ou pas. J'ai bien compris qu'il fallait qu'on revoie le design des casques, parce que j'ai vu déjà qu'il y avait des gens qui les portaient comme ça aussi. Comme ça. Donc je me dis déjà, il y a peut-être un travail à faire qui fasse un peu moins mal aux oreilles. Et puis j'ai bien compris aussi qu'il fallait changer le titre pour la saison 3. Donc on va voir ça avec le SIDO pour parler de la déliquescence ou des perspectives plus positives autour de... Ok, je compte sur vous pour me donner des idées. Et merci beaucoup. Et puis a priori, Jean-Louis est disposé à discuter aussi sur l'avenir de l'IA. Donc... merci encore, vous pouvez les applaudir.